on n'était pas d'accord, quoi. Sinon tout allait bien, tout va bien toujours, il n'y a pas de problème. Cela rappelle tout de même quand même, on va dire, ce tas que ton papa t'a posé, parce que c'est vrai que là tu parles de cet événement, peut-être c'est quelque chose qui a eu lieu il y a des années en arrière, mais lorsqu'on t'a vu à la lumière et que pas mal de jeunes ont commencé à s'identifier à toi, on a vu le tas que ton papa t'a posé. Qu'est-ce que ça t'a fait de voir cela en public? Rien du tout. Ça m'a juste fait honte. J'ai eu honte parce que c'était vraiment... Ça me gênait de voir un père de famille réagir comme ça. Surtout mon père, avec la réputation que j'ai. Et sa réaction m'a fermé beaucoup de portes. J'avais des grosses têtes. J'avais une très grosse tête à rencontrer même le lendemain. Et c'est à 1 heure que le protocole de la personne nous a appelés pour nous dire mais qu'est-ce qui se passe sur le réseau avec Jonathan? Et on a essayé de négocier. La personne a dit non, on ne peut pas vous rencontrer parce qu'on ne veut pas associer notre image à quelqu'un qui a des problèmes avec sa famille. Et ça, c'est même pas la seule personne. Il y a plusieurs autres personnes, plusieurs autres entreprises qui étaient prêtes depuis le début, qui avaient vu l'engouement du tournoi, avec qui on était en communication et qui ont dû tirer le frein à main à cause de sa réaction sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça m'a beaucoup pénalisé, plus que personne ne peut l'imaginer. Mais je suis un homme, donc j'accepte ça, quoi. J'essaie de faire avec. Tu as eu ton papa au téléphone pour en parler? Tu as eu ton papa après au téléphone pour en parler? Après, oui, une seule fois, mais on n'a pas pu parler. Je lui ai demandé, la seule question que je lui ai demandé si c'est vraiment lui qui a fait le poste là. Il n'a pas pu me répondre, il m'a dit de venir à la maison. Je lui ai dit non, je ne peux pas. Il est encore du en ce moment? Oui, il est encore du voir. C'est ma mère qui est aux États-Unis. Tu en as parlé avec ta mère justement? Non, pas encore. Je n'ai pas encore parlé avec elle. Vu que tu n'as pas pu parler en tout cas de cet épisode avec ta maman, quels sont tes rapports avec elle au jour d'aujourd'hui? Tout se passe bien. Elle était là à Abidjan il n'y a pas longtemps. Elle vient à peine de rentrer il y a quelques semaines. Tout se passe bien. Il n'y a rien avec elle. Mais pourquoi elle, quelque part, du moment où ton papa te tague, elle n'a pas pu te défendre en public? Ça aurait pu quand même, on va dire, compenser un peu? Non, là maintenant ça devient un chaos. Ça devient une sorte de keep up with the Kardashians. Là ça devient une famille médiatique sur les réseaux sociaux avec tout ce tapage. Non, ma mère n'est pas comme ça, elle est beaucoup réservée. Et voilà, moi je savais que mon père allait faire ça. Je savais. J'ai même dit à quelques-uns de mes collaborateurs, juste quelques jours après que je sois arrivé en Abidjan, je savais que tôt ou tard, il allait faire ce poste-là parce qu'il était monté, en fait. Voilà. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans ces détails, mais je savais. Je m'attendais à ça. C'est pour ça que la seule chose que ça m'a fait honte. Sinon, ça ne m'a pas touché émotionnellement ou quoi que ce soit. Non. Selon toi, pourquoi ton père devrait t'en vouloir? Selon moi, ouais. Je ne sais pas. Il a ses raisons à lui. Je ne sais pas. Chacun a ses raisons de croire, ce qu'il veut croire. Chacun a ses raisons de... Voilà, il a ses raisons. Donc, des raisons que j'ignore. Voilà, j'ai jamais réfléchi, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais voulu savoir pourquoi. Même si je sais, j'ai des soupçons, j'ai des pensées dont j'en suis certain, mais pas à 100%. Donc, je regarde, en fait. Voilà. Vu que tu parles de croyance, on sait que ton père, il est pasteur. Toi, tu ne crois pas en Dieu, tu l'as déjà dit une fois. Cela a dû à quoi? Bon, c'est pas que je ne crois pas en Dieu. Ce que je voulais dire, c'est que je n'appartiens pas à une religion fixe. Voilà. Sinon, je sais qu'il y a forcément une source de vie. Si c'est ça que certaines personnes appellent Dieu, oui, c'est ça, mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je voulais juste dire que je n'appartiens pas à une religion fixe. Voilà. Tu n'es ni catholique, encore moins évangélique? Non, mais je crois en l'humanité, voilà, en l'amour et tout ça. Parce que moi, vous savez, mes parents sont chrétiens, tout le monde est chrétien dans ma famille. Je suis né dans une famille chrétienne, mais les personnes qui devaient être des exemples pour moi, c'est qui ces personnes? Ça t'affecte un peu cet épisode, non? Non,
Pas vraiment. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Tu ne vois pas en ces personnes comme des modèles qui devraient t'inspirer à embrasser une religion quelque part, c'est ça? Non, mais quand je vois des gens parler, essayer d'apporter la bonne nouvelle et qu'eux-mêmes ne pratiquent pas la bonne nouvelle. La religion, c'est quelque part, on va dire, une expérience individuelle, personnelle avec Bien Dieu. sûr. C'est la raison. Pourquoi est-ce que tu ne sais pas, on va dire, toi-même d'expérimenter Dieu véritablement à ton niveau? Dans quel sens? Comment? En priant, en peut-être embrassant une religion. On ne t'impose rien, forcément. Chacun est libre de sa croyance. Mais de dire que je ne crois pas, je n'appartiens pas à une religion quelconque, parce que ceux qui étaient censés plus ou moins être mes modèles ne se comportent pas comme il faut. Et cela ne m'encourage pas. Pourquoi tu ne fais pas ton expérience toi-même? Je fais mon expérience et c'est ça mon expérience, c'est de croire mais ne pas appartenir directement à une religion. C'est ça mon expérience. Ta force spirituelle, tu la tires d'où? Du 13. De quoi? Du 13. Du 13. Il y a tout un mystère dans le 13. Jonathan Morrison, tu arrives aux États-Unis à quel âge? À 16 ans pratiquement, je crois. Bon, ouais, on va à quel âge? Je ne me rappelle plus, mais oui, on va dire autour de ça, ouais. Tu atterris dans quel état? Comment se font tes premiers pas en tant que citoyen américain? Bien. Je reçois un choc déjà quand j'atterris. Je vois... je me sens comme si je venais d'atterrir en 2050. Je venais de sortir et vraiment ça m'a touché. Je me suis dit mais pourquoi ce décalage là en fait? Parce que on peut avoir tout ça aussi dans notre pays. Et depuis lors ça m'a vraiment touché. Donc j'ai toujours eu cette partie de moi là qui a toujours voulu apporter quelque chose pour son pays. Depuis mes premiers pas aux États-Unis. C'est quand je suis arrivé aux États-Unis que j'ai été révolté en fait. Parce que moi je ne suis pas le type de personne qui va dire ok ici c'est bon, les États-Unis on gagne l'argent beaucoup plus facilement qu'en Afrique, donc voilà je m'installe ici, je prends ma maison, comme si je fonde ma famille parce que l'Afrique là j'ai pu sortir de là-bas donc je suis à l'aise. Non, moi je suis même pas fier. Je suis aux États-Unis. Je me dis que tout ce qui se passe là-bas, c'est des gens qui ont construit le pays. C'est pour eux, pas pour moi. Pour moi, c'est en Côte d'Ivoire. Donc, si je dois être fier de quelque chose, si je dois être à l'aise, c'est pas ici que je vais être à l'aise, c'est chez moi. Même s'ils ont des immeubles de 150 étages, je ne vais pas aller prendre... Bon, au début, c'était la jeunesse et tout ça, mais après, au fur et à mesure que j'ai grandi, c'est pour ça que j'ai baissé même tout ce qui est bling-bling et tout ça, parce que je me dis qu'à la fin, la valeur d'un homme, c'est la réalisation. Pas seulement acheter des maisons, mettre en location, mais réaliser quelque chose pour apporter un plus à la communauté, à sa famille, ou à son pays, ou à n'importe qui. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à me concentrer. Voilà. Dans quel état tu as atterri? Texas. Au Texas. Et au jour d'aujourd'hui, avant de venir en Côte d'Ivoire, tu étais où, au Texas ou bien à Atlanta? Avant de venir en Côte d'Ivoire, j'étais à Atlanta. Je te vois venir. De là pour le grand déballage. Non, je te vois venir, boss. Je te vois venir. Non. Parce que là, on est en train d'aller maintenant dans un sujet vraiment. Tu es très fort, pour moi. Il sait mettre les conjonctions de coordination. Il dit, mais avant d'arriver ici, tu étais où? À Atlanta? Donc je sais que la prochaine question, c'est qu'est-ce que tu faisais à Atlanta? Parce que tu sais déjà, donc je sais. Non mais c'est bien, j'aime ça. Allons-y, boss, allons-y. Tu as atterri au Texas? Ok. Tu fais combien d'années au Texas? Plusieurs années au Texas. Plusieurs années au Texas. J'ai fait plusieurs années, je crois 6 ans, 7 ans au Texas. Plusieurs années au Texas. Et donc après, avant de venir en Côte d'Ivoire, tu étais dans quel état? Vu que quand tu es allé en Côte d'Ivoire, quand tu as quitté la Côte d'Ivoire pour les États-Unis, tu as atterri au Texas. Mais avant de quitter les États-Unis pour venir en Côte d'Ivoire, tu étais dans quel état? Atlanta. Atlanta. Super.
Qu'est-ce qui t'a amené à Atlanta? Je savais. Je savais que... Fais attention à ton micro. C'est bon? Ouais, je savais que c'était ça la prochaine question. Ouais, mais c'est bien, c'est une suite logique. Qu'est-ce qui m'a amené à Atlanta? Rien, rien ne m'a amené à Atlanta. Tu voulais changer d'état tout simplement? Oui, je voulais changer un peu. Parfait. Du jour au lendemain, tu te retrouves en Côte d'Ivoire. Ça vient d'où ce déclic de se dire, là j'abandonne tout, il faut que je rentre en Côte d'Ivoire? J'avais prévu ça depuis longtemps. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Depuis très très longtemps d'ailleurs. Bon, pas très très longtemps, mais j'avais prévu ça. Tout ce qui se passe était prévu. Ok. Voilà. Mais justement, est-ce que tu penses avoir bien préparé ce retour en Côte d'Ivoire, même si tu l'avais déjà prévu, mais est-ce que tu penses l'avoir bien préparé? Oui, très bien préparé d'ailleurs. Très bien préparé. Et c'est d'ailleurs la préparation qui me permet d'être debout là, sinon je ne serais pas là. Dans ton plan de directeur, quand tu te dis, dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que j'ai fait? Dès que j'arrive en Côte d'Ivoire. Ouais, vu que tu avais prévu venir et que tu avais déjà planifié pas mal de choses dans ta tête, tes projets étaient déjà bien écrits. En termes de déploiement, quelles étaient les premières actions que tu t'es dites que tu allais faire une fois que tu arrives en Côte d'Ivoire? Les premières actions. Que j'avais prévu. Ouais, ce que tu devais faire dès que tu arrives. Bon. Les premières actions étaient d'abord constituer les entreprises et puis ouvrir les différents comptes bancaires, m'installer, recruter les jeunes qui ont la même vision que moi et tout ça. Ouais, c'est ce qui a été fait. Et le premier projet que tu devais lancer, c'était lequel? Le premier projet que je devais lancer, c'était d'abord Tchin Tchin. Ok. Ensuite, 13 taxis et ensuite les autres allaient couler. Il y a plusieurs. Voilà. Mais voilà, on va continuer parce que je ne vais pas répondre à une question avant que non, t'inquiète, non, mais il n'y a pas de souci. Tu peux déballer sans que forcément on te pose la question et ça ne dérange pas. Vu que tu dis que dans ton planning, tu avais prévu faire le Tchin Tchin dans un premier temps, ensuite le 13 taxis et d'autres applications qui la suivent, pourquoi avoir démarré par 13 taxis? J'avoue que c'était une erreur de démarrer 13 taxis, mais en même temps, ce n'était pas une erreur, c'est une erreur qui a eu un bon résultat parce que ça m'a ouvert les yeux sur quelque chose de super, super important et ça m'a vraiment touché. Bon, je ne vais pas appeler ça une dépression, mais j'étais vraiment dans le noir pendant un bon bout, ici même en Côte d'Ivoire, parce que je venais de me rendre compte de vraiment quelque chose de vraiment super important, super sérieux, auquel quelque chose de super important que beaucoup de personnes ignorent. Voilà. Et je me suis mis à travailler dessus. Et c'était quoi? La sécurité. La sécurité. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on monte dans un véhicule, on ne connaît pas le chauffeur. On monte dans un taxi, on ne connaît pas le chauffeur. Ou bien on commande un taxi, on ne connaît pas le chauffeur. On n'a aucune vérification si c'est vraiment bien conduit. Si ce n'est pas quelqu'un qui a donné la voiture à quelqu'un d'autre en train... Voilà, il y a tellement de facteurs d'insécurité là. Donc il fallait quelque chose... Il fallait rendre tout ce que je fais là de la qualité. Parce que on ne peut pas enregistrer un chauffeur ou bien on ne peut pas avoir quelqu'un qui conduit des gens sous notre couverture, sous notre 13, sous notre groupe. Et ce n'est pas des gens vraiment vérifiés. Et ça dit que si quelque chose se passe, on ne peut pas savoir qui était vraiment le chauffeur. Et il y a toutes ces choses-là en fait à mettre en place. Même pas seulement ça, mais dans d'autres applications, dans d'autres développements, dans d'autres domaines, par exemple le restaurant.
où plusieurs restaurants où on va manger. C'est pas comment ça se passe derrière, comment la nourriture est préparée et tout ça. Il n'y a pas vraiment d'administration qui approuve ou qui donne des agréments pour dire que ça c'est un restaurant. Et c'est à ce à quoi mes recherches et ma réflexion sur 13 Taxi a abouti. Parce que je me suis dit il faut sécuriser 13 Taxi. Il faut que tous ceux qui utilisent 13 Taxi, parce que les gens, ce qui s'est passé avec 13 Taxi, les gens commandaient et quand le véhicule approche, ils annulent. Genre pour s'amuser en fait. Voilà, d'autres personnes essayaient, ils n'avaient pas envie d'essayer de déplacer, mais parce qu'ils ont entendu que Jonathan Moïse en a fait quelque chose, donc ils veulent essayer pour voir, ils commandent, quand ça vient, ils annulent. Il y a des chauffeurs même qui se sont enregistrés, quand un client commande, il voit, il annule la commande. Et vraiment, c'était comme, voilà, chacun faisait ce qu'il voulait, quoi. Et voilà, donc ça aussi c'est un facteur qui m'a poussé aussi à réfléchir à comment sécuriser pour que, c'est-à-dire que je veux que tous les produits 13, quand quelqu'un va utiliser quelque chose de 13, il est confiant, il est rassuré que tout ce qu'on fait est vérifié à 100%. Voilà, et c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à réfléchir et la solution m'est venue de construire un système de sécurité, une base de données qui va regrouper tous ceux qui d'abord me suivent, qui ont ma vision, hormis Facebook, parce que Facebook c'est un réseau social, chacun vient s'amuser, il y a d'autres qui ont leur faux nom, faux profil, tout ça, mais ce système de sécurité là sera un système, parce que c'est déjà prêt, un système vraiment sécurisé qui, personne ne peut avoir deux comptes. Ah, c'est notre objectif numéro 1. Personne ne peut avoir deux comptes. On a plusieurs entreprises 13 qui vont s'aligner et personne ne pourra utiliser aucun de nos produits s'il n'est pas enregistré dans ce système-là. Donc 13 devient comme une maison. Et quand tu t'enregistres, ouais, je suis en train d'expliquer, quand tu t'enregistres avec 13, on te donne une carte de membre, une carte d'identité de membre 13 et tout ça. Voilà comment ça va se passer. Et là, vous savez, la vie est un choix. C'est pas tout le monde qui aime Mercedes, c'est pas tout le monde qui aime Lamborghini. C'est ça que vous voyez. Donc ce que je fais, c'est pour ceux qui comprennent ma vision et ceux qui sont prêts à me suivre. Voilà, je ne suis pas en train de faire quelque chose pour... Je ne me dis pas que tout le monde va forcément me suivre, mais je sais qu'il y aura forcément des gens qui partagent la même vision que moi, qui attendaient ça, parce que je savais qu'il y a quelque chose comme ça qui manquait. Voilà, donc voici, j'entre maintenant dans le vif du sujet. 13 est devenu maintenant une maison qui va abriter tous les Noirs. Parce que moi, je ne vais pas les appeler mes fans parce que je n'aime pas trop ce titre-là, mais mes amis du 13, on les appelle les Noirs. Voilà. Donc quand tu t'enregistres avec 13, ce système de sécurité-là va venir sous forme d'application. Là, vous voyez, voilà, ça va venir sous forme d'application. Et lorsque tu t'enregistres avec 13, on te donne la carte de membre 13. Et il y a aussi l'enregistrement des entreprises. C'est-à-dire que si tu as un restaurant, ou bien on va aller sur un restaurant. Disons que, par exemple, il y a elle qui est là en haut, qui est partenaire, vu qu'elle est dans le 13 avec nous, elle est partenaire. Et là, on va faire voilà, l'inauguration de son salon de beauté sous la couverture maintenant de 13. C'est-à-dire que son salon de beauté a passé les tests de vérification. On a envoyé des agents pour vérifier comment ça se passe dans le salon. Si les tondeuses sont bien nettoyées, si les employés sont accueillants, vous voyez, et à chaque fois, chaque semaine, comme ça, le 13 même vont envoyer des agents de surprise pour faire la surprise, pour voir si, par exemple, un restaurant, si c'est propre, si c'est toujours propre. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, l'agent vient, ils vont nettoyer rapidement, il va venir, il va partir, ils vont avoir les certificats, puis après, ils vont reprendre encore. Mais on va avoir des agents surprises. Ça veut dire que si un restaurant veut être partenaire avec 13, d'abord, tous les Noirs du 13 seront encouragés à consommer davantage les produits 13. Vous allez créer un réseau commercial au fait. Voilà, pas forcément commercial, mais une communauté d'amis. Voilà, où on s'entraide ensemble parce que c'est le seul moyen de vraiment encadrer la jeunesse et puis développer le pays davantage si on consomme localement.